Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. La tradition historiographique française coloniale. Invention-création coloniale de l'Algérie par la France. À la différence de ce qui se passa sous le beylik dans l'Algérie ottomane, des Français et autres Européens s'enracinent en Algérie. C'est une colonisation de peuplement dont la population atteint fin XIXe siècle presque le quart de la population algérienne. Il y a dans l'Algérie coloniale 3 départements dits français, des arrondissements, des communes. Dans la logique jacobine française, il y a quadrillage du pays par une véritable administration, mais conçue pour la domination et la discrimination d'un peuple par un autre, d'une culture par une autre. Discriminatoire. Le code de l'indigénat existe jusqu'en 1927 et la discrimination persiste de facto par la suite. Existent 2 sortes de communes. Les communes de plein exercice à la française et les communes mixtes régentées par l'administration coloniale, par l'administrateur de communes mixtes. Et depuis le Senatus Consulte de 1865, si les Algériens sont considérés comme Français, ils n'ont pas dans leur immense majorité les mêmes droits que les Français, ils sont sujets et non citoyens. Et l'on a parlé des 2 collèges du statut de 1947. Il faut revenir sur le narcissisme colonial classique de l'autocélébration. Il y a l'avant 1830 désolant et l'après 1830 radieux. L'histoire coloniale exalte l'apport de la civilisation, de la médecine, de l'instruction, la construction de chemins de fer et de routes, l'édification de villes modernes qui portent une marque résolument française. À Alger, la ville nouvelle ceinture la Casbah. À Oran, le front de mer est une corniche à l'européenne et l'hôtel de ville un bâtiment officiel français typé, de même que celui d'Annaba Beaune. Ces villes nouvelles sont le plus souvent édifiées au prix de la destruction de monuments ou de la fragmentation de leurs quartiers antérieurs. Si la Casbah d'Alger fut relativement préservée, la mosquée Ketchaoua fut transformée en cathédrale. À Constantine, les rues Caraman de France, vieux national, fractionnent la vieille ville. À 60 km au nord-ouest, à Mila, une des plus anciennes mosquées d'Algérie, la mosquée Sidi Ghanem, XIe siècle, fut un temps transformée en écurie pour chasseurs d'Afrique. À Tlemcen, il y eut disparition des 2 tiers de la ville intramuros, sans compter les dommages infligés à des monuments comme la mosquée et la Kouba de Sidi Ibrahim de l'époque du souverain Zayanide Abou Amou Moussa II, XIVe siècle. Mis à part son minaret, la mosquée Sidi Al-Hassan fut quasiment ruinée et la mosquée Sidi Al-Aloui transformée en musée. La réalité, on le voit, fut loin d'être uniment au diapason des célébrations officielles françaises. On sait que la résistance du peuple algérien se traduisit par de multiples insurrections, écrasées dans le sang, jusqu'à l'éclatement de 1954 et la cruelle guerre de reconquête coloniale, manquée, face à Harb Tahrir, la guerre de libération, qui se conclut par l'indépendance de 1962 après les accords d'Évian, cela malgré les théoriciens de la guerre révolutionnaire comme le général Lacheroy, malgré le 13 mai 1958, malgré Pierre Lagaillarde, malgré Alain de Sérigny, malgré Massu et Bijard, malgré le putsch anti-de Gaulle des généraux du printemps 1961 conduit par Salan, malgré l'insurrection à contretemps de l'OAS, malgré tous les révoltés désespérés contre le bradage, y compris d'authentiques intellectuels et fins connaisseurs de Algérie et de sa culture comme les Marseillais. En 1947, l'historien de l'art Henri Terrasse, spécialiste de l'art musulman, écrivait encore que c'était un pays des économies égarées, que les colons essaient de remettre dans le droit chemin. Certes, il parlait du Maroc, mais l'Algérie avait suscité nombre de notations de même acabit. La guerre d'indépendance installa côté français des rancœurs durables chez nombre d'Européens d'Algérie, et elle se traduisit par les productions d'historiens et publicistes de nostalgie coloniale, dont le médiatique Patrick Buisson a été, par la plume et la télévision, un compagnon du président Sarkozy. Le dit Buisson, ex-directeur de l'hebdomadaire d'extrême droite Minute, a publié fin 2009 un luxueux album, La guerre d'Algérie, coédité par la chaîne Histoire et des institutions de l'État, à la gloire de l'armée française, de ses virils guerriers. Et de leur œuvre de pacification. Mélange de conviction, de mélancolie esthético-guerrière et de ratissage calculé sur les terres du Front National destiné à en attirer les électeurs, sans qu'il soit alors avéré que la manipulation réussisse, sauf à imaginer, au présidentiel moins de 3 ans plus tard, un surréaliste second tour Nicolas Sarkozy-Marine Le Pen.
Ethnicisme colonial, racialisme et fantasme français. À l'époque coloniale, on parle couramment de race en Algérie, de Français, d'Européens et des apostrophes indigènes, selon des catégories racialistes inspirées du scientisme européen de la deuxième moitié du XIXe siècle, la civilisation versus la barbarie. Les Arabes sont opposés aux Berbères, Imazighen plure de Amazigh, en tant que race distincte et pas seulement de locuteurs de langues différentes. Cela alors même que l'Algérie est un pays berbère notablement arabisé, largement auto-arabisé, moins que la Tunisie mais plus que le Maroc. Les Berbères, bons sédentaires, qui eurent à affronter les méchants nomades arabes, sont déclarés supérieurs aux Xdis arabes, et censés ressembler aux Gaulois. C'est l'inversion des notations méprisantes du chroniqueur du XIIe siècle et digne Sharif Mohamed Abou Abdallah al-Idrissi. Cet auteur remarque aussi bien pour Mila que pour Marrakech que leurs habitants sont des ramassis de Berbères, Aloua Aklat Minal barbares. Mais il est des Français pour interpréter de travers les stéréotypes. Le brillant dirigeant socialiste Albert Thomas, normalien issu de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, comme Jaurès et disciple de Jaurès, a écrit sur les Kabyles. Réputés sédentaires que le goût du voyage inhérent à leur race fait qu'ils sont naturellement nomades. Ce préjugé favorable aux Berbères répond au fantasme narcissiste du nationalisme français projeté sur des tiers, les bons Berbères, permettant de dédouaner les Français de la culpabilité née des violences coloniales. Il s'est traduit par les quelques îlots de scolarisation française en Kabylie, mais il était aussi sous-tendu par la politique du diviser pour régner, s'attirer les Berbères contre les Arabes, cela surtout pour la Kabylie. Il y eut un véritable mythe kabyle, l'Aurès plus lointain, moins au cœur du territoire colonisé, ayant été davantage mis de côté. Heureusement, il est de nos jours d'authentiques chercheurs pour rendre compte d'une Kabylie démythifiée. Dans la même logique ethniciste coloniale, l'arrivée des Banu Hilal, les invasions hilaliennes, ces hordes de barbares arabes survenus au Maghreb à partir du milieu du XIe siècle, fut vu par les historiens coloniaux comme un désastre, une catastrophe, en arabe, Nakba. Ces historiens dans un sens, recopiaient Ibn Khaldoun, d'origine andalouse et yéménite, donc arabe et arabophone mais grand notable cultivé citadin qui parle lui aussi de Nakba. On retrouve ce thème plus ou moins martelé chez des auteurs français de l'époque coloniale comme Alfred Wall, Augustin Bernard ou Victor Piquet, puis plus récemment chez Hadi Roger Idriss, chez l'historien de la colonisation en Algérie Xavier Iacono, chez l'historien du Maroc Henri Terrasse. Il faut attendre 1967 pour voir exprimé, dans la revue Annales. Économie, société, civilisation, défendue par l'historien de la Tunisie Jean Poncet, une thèse équilibrée sur le sujet, mais Hadi Roger Idriss contre-attaque dans la même revue l'année suivante. L'historien reconnaît aujourd'hui que l'immigration et l'installation des Banu Hilal ont certes modifié les structures rurales, en favorisant l'élevage par rapport à l'agriculture, mais on sait que l'élevage et la pratique de la transhumance, Achaba, existaient depuis bien auparavant chez des Berbères, comme elle existait outre-Méditerranée chez les éleveurs provençaux et languedociens, l'alpage, l'estive. Certes, la survenue des Hilaliens entraîna des frictions et des affrontements, mais on a la preuve que furent aussi conclus des pactes de coexistence entre citadins et bédouins, comme par exemple à Constantine. De toute façon, s'impose au-dessus de ce monde indigène, le mythe du Français racialement supérieur, mythe qui porte la marque du nationalisme français. En Algérie, les Européens représentent ce que les historiens anglo-saxons dénomment un Creole people, un peuple créole issu d'une immigration. L'historienne américaine Leah Greenfeld dénomme les Américains les Creole Pioneers. Or, nonobstant bien sûr ceux d'ascendance espagnole et italienne, beaucoup de Français d'Algérie issus de l'Hexagone sont des méridionaux d'origine. À la veille de la Première mondiale, une enquête apprend que près des 4/5 des Français installés en Algérie proviennent de territoires situés au sud d'une ligne Genève-Bordeaux, c'est-à-dire de gens alors majoritairement non francophones, en l'occurrence occitanophones originels. Avec les immigrés espagnols et italiens, la prédominance de gens originaires du sud de l'Europe est donc flagrante parmi les immigrés européens en Algérie. Raison classique pour laquelle ils tiennent souvent de manière démonstrative à se dire et à se prouver français, en quelque sorte sur-français,
ce qu'Althusser dénommait une introjection idéologique. Le fait d'être englobés dans l'ensemble français leur garantit leurs privilèges face aux Algériens, les soulage de leurs sentiments plus ou moins conscients de précarité face au ressentiment de la masse algérienne colonisée. Bon an mal an, et malgré de vraies luttes sociales internes, malgré un mouvement anarchiste notable, et malgré le Parti communiste algérien PCA, leur sort est objectivement solidaire de celui des notables coloniaux qui constituent le lobby colonial. L'Algérie et le roman national français. Mythe fondateur national et diversité française. Le principal mythe fondateur de la nation française, imaginé comme toute nation, la Imagine Community et la Invented Tradition, a comme commun dénominateur la Révolution de 1789, cela bien avant la langue française qui ne commence à s'enraciner qu'avec elle. Œuvre scolaire de Jules Ferry et les brassages occasionnés par la guerre de 1914 à 1918. En 1789, près de la moitié de la population de l'Hexagone ne parle pas le français ou le comprend mal, ce sont les Alsaciens, Flamands, Bretons, les Occitanophones dans la moitié. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.